Bonjour à tous, bienvenue dans mon labo de SVT, le laboratoire de connaissances en sciences de la vie et de la Terre. Je suis heureuse de vous retrouver. Lors de notre précédente vidéo, nous avons détaillé les grands principes de la chronologie relative. Vous retrouverez le lien de cette vidéo dans la description. Parmi eux, nous avons exposé le principe d'identité paléontologique, qui stipule que deux roches ayant le même contenu en fossiles sont de même âge. Les fossiles contenus dans les roches sédimentaires constituent donc d'excellents indices pour établir une chronologie relative. Mais nous ne pouvons pas utiliser n'importe quel type de fossile. Nous devons utiliser ce que l'on appelle des fossiles stratigraphiques. Vous voulez tout connaître sur les fossiles stratigraphiques? Alors, suivez-moi. Commençons par définir la stratigraphie et la chronostratigraphie. La stratigraphie est la science qui étudie la succession des dépôts sédimentaires à l'affleurement sur le terrain. La chronostratigraphie est une branche de la stratigraphie qui étudie l'âge des strates de roches. Pour la chronostratigraphie, nous avons besoin de fossiles stratigraphiques. Un fossile stratigraphique est un fossile qui permet de dater une roche sédimentaire dans laquelle on le retrouve. Un bon fossile stratigraphique doit posséder trois caractéristiques. Il doit avoir une large répartition géographique à l'échelle planétaire. Il doit avoir existé durant une période de vie brève et être représenté par un grand nombre d'individus. Parmi les bons fossiles stratigraphiques, nous pouvons citer les trilobites, photographie de gauche, caractéristiques du Paléozoïque, également appelé ère primaire, les ammonites, photographie du milieu, caractéristiques du Mésozoïque, encore appelé ère secondaire, mais ceux que les géologues affectionnent tout particulièrement, ce sont les foraminifères, photographie de droite, ce sont des unicellulaires qui fabriquent des coquilles, que l'on appelle des tests, que l'on va pouvoir retrouver dans les roches sédimentaires. Observons une marne, qui est une roche sédimentaire, datée du Maastrichtien, qui est un étage géologique. Nous observons dans cette marne trois types de foraminifères. Des individus bleus de la famille des Globotrinchanidés, des individus verts de la famille des Globigérinidés et des individus rouges de la famille des Hétérohélicidés. Prenons maintenant une marne datée du Danien, qui est l'étage supérieur au Maastrichtien. Nous retrouvons des individus verts de la famille des Globigérinidés et les individus rouges de la famille des Hétérohélicidés. Nous ne retrouvons plus les individus de la famille des Globotrinchanidés. Nous pouvons donc dire que les Globotrinchanidés sont de bons fossiles stratigraphiques car ils ont été marqués par un grand nombre d'individus et ils ont existé durant une période de vie brève, l'étage du Maastrichtien. Leur disparition marque donc le passage du Maastrichtien au Danien. Nous venons de citer deux étages géologiques, le Maastrichtien et le Danien. Ces étages géologiques sont mentionnés dans l'échelle chronostratigraphique. Qu'est-ce qu'une échelle chronostratigraphique? Elle permet de classer chronologiquement les différents événements géologiques qui sont intervenus depuis l'origine de la Terre, il y a 4,56 milliards d'années, jusqu'à nos jours. Elle est divisée en ères, en systèmes, qui sont eux-mêmes divisés en séries et en étages. Les ères sont délimitées par des événements biologiques majeurs, qui sont marqués par les fossiles retrouvés. La limite entre le protérozoïque et le paléozoïque, qui est l'ère primaire, est marquée par une diversification rapide du vivant et la formation de la plupart des grands embranchements actuels d'animaux pluricellulaires. Les limites entre l'ère primaire et l'ère secondaire, et entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire, sont marquées par de grandes crises biologiques. Une crise biologique se caractérise par une baisse rapide et importante de la biodiversité dans tous les milieux, marins
et terrestre à l'échelle de la planète et qui va retrouver son origine dans des perturbations environnementales de grande ampleur, comme un impact météoritique par exemple, ou de grands événements volcaniques. Chaque crise biologique est toutefois suivie d'une importante diversification du vivant, menant à une augmentation de la biodiversité. La limite entre l'ère mésozoïque et l'ère cénozoïque est caractérisée par la disparition des ammonites, des bélénites et le changement d'espèces de foraminifères planctoniques, qui sont des fossiles stratigraphiques en milieu marin, et en milieu continental, cette limite est marquée par la disparition des dinosaures et des ptérosaures. L'ère cénozoïque a duré 66 millions d'années, l'ère mésozoïque 185,2 millions d'années et l'ère paléozoïque 289,8 millions d'années. Nous avons donc des durées très inégales de ces ères. Toutefois, une ère plus récente renferme un contenu fossilifère bien conservé, contrairement à une ère plus ancienne. Il va donc être plus facile de diviser en systèmes et en étages une ère plus récente qu'une ère plus ancienne, ce qui explique ces durées très inégales. Les systèmes, que l'on appelle également périodes, sont délimités, quant à eux, grâce à trois choses: les affleurements rocheux, les cycles orogéniques et les critères paléontologiques. Si nous prenons l'exemple de la limite dévonien-carbonifère, nous avons au niveau des affleurements rocheux des grès rouges au dévonien et de la houille au carbonifère. Nous avons également une transition entre deux cycles orogéniques, entre le cycle calédonien au dévonien et le cycle hercynien au carbonifère. Les cycles orogéniques sont traités dans le chapitre « Les traces du passé mouvementé de la Terre ». Et nous avons également une modification de la biodiversité avec la présence de placodermes au dévonien et la présence de chondrichtiens, donc ou poissons cartilagineux, au carbonifère. Les étages, eux, sont délimités grâce aux données paléontologiques, c'est-à-dire grâce à l'apparition ou à la disparition d'une ou plusieurs espèces de fossiles stratigraphiques. Reprenons notre exemple de la limite entre le maastrichtien et le danien, qui est caractérisée par la disparition des globotrinchanidés, qui va marquer, du coup, la fin de l'étage maastrichtien. Chaque étage est défini à partir d'une coupe de référence que l'on va appeler un stratotype d'unité. C'est un affleurement reconnu par des spécialistes comme le type d'un étage géologique et il va être situé dans une localité type. La carte ci-dessous représente donc les différents stratotypes d'unité. Un exemple de stratotype d'unité, c'est le stratotype du Lutétien en région parisienne. Lutétia vient du nom antique de Paris, qui affleure essentiellement sur la rive gauche de la Seine. Mais afin d'améliorer la définition d'étage, on définit également un stratotype de limite, c'est-à-dire que les coupes sont censées représenter au mieux le passage entre deux étages. Et on marque cette limite d'un étage à un autre par un clou d'or que l'on va aller fixer directement sur la roche. Nous avons donc étudié cette échelle chronostratigraphique, mais nous voyons que cette échelle chronostratigraphique mentionne des âges. Et ces âges sont définis non pas par de la chronologie relative, parce que nous avons dit que cette chronologie relative permettait d'ordonner des événements géologiques les uns par rapport aux autres, mais ces âges vont être mentionnés par chronologie absolue. On a donc une complémentarité entre la chronologie relative et la chronologie absolue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez nous suivre